vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte et c'est le numéro 107 déjà, mais oui. Les mots, leurs mots, vos mots, peuvent faire basculer un destin. Votre ténacité, leur ténacité, votre éloquence, leur éloquence, permet parfois à un innocent d'échapper à l'erreur judiciaire, comme l'a montré Le coupable idéal, l'excellent documentaire de Jean-Xavier de Lestrade, diffusé tout à l'heure. Mais d'ailleurs, leurs effets de manche, leurs talents, ce sont des femmes et des hommes de chair et de conviction. Vous l'avez compris, évidemment, ce sont les avocats. Ils nous fascinent, vous nous fascinez, hein, vous nous intriguez, parfois vous nous irritez. Alors on a envie de se poser plein de questions. Au fond, que se disent-ils avant d'entrer dans un prétoire? Je sais pas. Peuvent-ils défendre toutes les causes, tous les prévenus, même ceux qui ont commis, dit-on, des actes abominables? La défense bénéficie-t-elle d'un espace de liberté suffisant dans la justice française? Les avocats ont-ils les moyens de leur mission? C'est de tout cela dont nous allons parler avec nos invités que je m'empresse de vous présenter avec le souhait secret qu'ils soient toujours avec moi plutôt que contre moi. Donc, Maître Solange Doumic, bonjour, vous êtes une jeune avocate et pourtant votre palmarès est déjà très prometteur. Vous avez déjà assuré, c'était pas évident, la défense du meurtrier de Brahim Bouharam, ce jeune beurre jeté dans la Seine en marge d'un défilé du Front National le 1er mai 1995. Vous avez également plaidé pour l'une des familles des victimes de Guy Georges. Hein. On peut dire que vous êtes passionné par votre métier, mais est-ce simplement métier? On va le savoir. Vous nous ferez partager cette passion et je vous en remercie d'avance, Maître Doumic. Thierry Lévy, vous appartenez au club très ferme, mais il est assez bien représenté ce club ici, des ténors du barreau. Homme libre, toujours tu chériras la défense, pour être une de vos devises. Votre révolte contre la justice, vous la mettez également au service de l'Observatoire international des prisons, dont vous êtes le président. Vos réflexions sur le métier d'avocat ne pourront que nous éclairer tout au long de cette émission. Maître Jacques Vergès, le salaud lumineux, c'est ainsi que vous vous définissez vous-même dans votre autobiographie. Alors, déstabilisateur, personnage hautement médiatique, joueur d'échecs, que certains disent quasiment diabolique. On connaît votre talent et on ne sait jamais avec vous si la justice est un jeu, une cause, une croisade. Vous nous en direz plus, on en saura un peu plus à la fin de cette émission sur le thème. Au fond, toute cause et tout individu est-il forcément défendable? Et vous venez de sortir un livre écrit avec Bernard Debré qui s'appelle Le suicide de la France, qui est paru chez Olbia. Maître Michel Zaoui, vous êtes un des rares avocats à avoir participé du côté des victimes à 3 grands procès de crimes contre l'humanité: Barbie, Touvier, Papon. Vous avez également porté un des dossiers qui a secoué l'opinion publique dans les années 90, celui du sang contaminé. Vous nous direz ce que vous avez retiré de tout cela, humainement, et quelles leçons vous avez pu en tirer sur le fonctionnement de cette justice particulière, exceptionnelle. Maître Francis Villemain, vous à peine sorti, vous, alors des amphithéâtres de la fac de droit, vous vous retrouvez aux côtés de Maître Varro. Maître Varro, face d'ailleurs à Maître Zaoui, entre autres, pour assurer la défense de Maurice Papon. Un grand procès pour une très jeune carrière. Vous nous direz si, à l'instar de votre mentor, Maître Varro, vous vous sentez au seuil d'une carrière où la justice, la politique et l'histoire se mêleraient. Et Maître Philippe... Pas Maître, chaque fois je fais la même erreur, chaque fois vous êtes sur ce plateau. Ce n'est pas grave. Monsieur Philippe Belgère, vous êtes avocat général, le représentant du ministère public, celui qui requiert et celui qui incarne l'intérêt général, c'est-à-dire la défense de la société. Quelles questions se pose-t-on dans l'exercice de votre redoutable métier? Je suis sûr que vous nous aiderez à mieux comprendre. Donc, je vais faire un tour de table, si vous voulez bien. Alors vous êtes donc les grands acteurs du théâtre de la justice, c'est un théâtre qui nous fascine. Qu'est-ce qui est à l'origine, d'une manière un peu rapide comme ça, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir avocat, hein, Maître Doumic? Le hasard. Ah. On m'a emmené à la buvette du palais, j'ai trouvé que l'ambiance était très conviviale, que ça me faisait penser à la fac. Et ensuite, il s'est passé autre chose, j'imagine. Et ensuite, j'ai découvert que ça correspondait très profondément à ma nature et que je ne vois pas maintenant ce que je pourrais faire d'autre. Mais c'est aujourd'hui, au moment où je suis devenue avocat, je ne savais pas ce que c'était et je suis vraiment venue parce que j'aimais bien l'ambiance au palais. Ah, merci la buvette. Alors, qui veut intervenir? Comment vous êtes devenu avocat? Qu'est-ce qui vous a poussé? Maître Villemain. Je dois dire que je pense que ça correspondait à une vocation profonde, plongeant ses racines dans l'enfance, mais que je n'osais m'avouer, pensant être trop timide, trop peu sûr de moi. Ah ouais. Je me suis orienté d'abord en direction de la médecine, ça a duré 3 mois, puis j'ai décidé d'aller assister à une cour d'assises. J'en suis ressorti bouleversé et convaincu que c'était ma destinée et qu'enfin il fallait que j'extériorise cette vocation profonde. Maître Vergès.
quand j'étais étudiant, j'ai assisté à un procès d'assises. Et je suis sorti profondément troublé par ce procès, où manifestement il n'y avait pas de communication. C'était l'incommunicabilité parfaite. Ça ressemblait entre la malheureuse accusée et tout le tribunal. C'était des colibés, des invectives, elle s'est fait traiter de hyène, etc. C'était le procès de Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué son amant, qui était étudiant en médecine aussi. Et je vous dirais que cette jeune personne était vraiment aux antipodes de moi-même. Mais à la fin du procès, j'étais du côté de Pauline Dubuisson. Et l'image que je conserve de ce procès est la suivante. Pauline Dubuisson, condamnée à 20 ans, ou à perpétuité, je ne me rappelle plus, se penche vers son avocat et le console. Et son avocat, Paul Baudet, a eu cette phrase qui m'est restée. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, ma longue expérience m'a appris à aimer ce que je défends. Voilà d'où vient ma vocation. Merci beaucoup, Maître Zaoui. Même question, même réponse. L'enfance, l'adolescence, le rejet de la règle dont j'avais le sentiment qu'elle était inéquitable et une sorte de réaction épidermique violente à tout ce que je ressentais enfant comme l'injustice. Donc une volonté, une envie de me battre, de me bagarrer et d'avoir le dernier mot et de ne pas supporter une sorte de règle préétablie ou d'un discours préétabli sur lequel je ne pouvais pas me prononcer. Donc une envie de débattre et le rejet de cette injustice. Merci beaucoup. Alors pourquoi vous n'avez pas voulu devenir avocat, justement? D'abord, si vous me permettez, Serge Moati, j'ai noté tout à l'heure que vous avez annoncé quelques grands avocats en faisant une injustice, puisque, comme toujours, vous avez mis au rebut l'accusation. C'est tout à fait singulier, parce que ça révèle un état d'esprit qui me choque, et c'est peut-être la raison pour laquelle, en dehors d'un besoin d'exprimer une conception globale de la vie et de la vie judiciaire, j'ai voulu tenter modestement de réparer cette injustice sur le plan institutionnel. Parce que, expliquez-nous... Parce que je pense profondément, au risque de lancer peut-être prématurément le débat, que l'accusation, l'avocat général a la grande chance pour assumer pleinement sa fonction d'être obligé d'assumer le rôle d'avocat. Tandis que l'avocat ne peut pas assumer la part de l'avocat général. Merci beaucoup. Je termine par vous, Maître Lévy. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à devenir avocat? L'angoisse de vivre et la haine de l'autorité chez les bien-pensants. D'accord. Alors, puisque vous êtes si court et si éloquent, je vais continuer avec vous par une autre question, si vous voulez bien. En préparant cette émission, vous avez cité, en la saluant, la phrase d'un procureur qui définissait ainsi le métier de l'avocat, ou le rôle de l'avocat. C'est un mendiant d'humanité, disiez-vous. Un mendiant d'humanité. Que faut-il entendre par là? De quelle humanité voulait-il parler et auprès de qui faut-il la quémander, cette humanité? C'est la définition donnée par un procureur français dans un système qui ne laisse que très peu de place à l'avocat. C'est le système dans lequel nous vivons, qui est un système inquisitoire, où l'avocat est un invité de la procédure criminelle, n'a que peu de droits par rapport à ceux de l'accusation, et les magistrats ont tendance à dire que ce qu'ils attendent de l'avocat, c'est une espèce de prière en faveur de l'humanité. C'est pas du tout ma conception. Ma conception est à l'opposé de cette définition. Un mendiant d'humanité. Un mendiant d'humanité, je pense que Philippe Bilger serait assez d'accord avec cette définition, qui est confortable, qui est apaisante, qui est harmonieuse. Le rôle de l'avocat est tout à fait à l'opposé de ça. Il doit être un gêneur, un empêcheur de tourner en rond, le grain de sable qui fait capoter la machine. Rien d'un mendiant. Rien d'un mendiant. On a compris à travers déjà ces petits échanges la passion qui vous a mis, tous et toutes. Mais on sait que tout n'est pas idéal dans l'univers de la justice, vraiment pas. De quoi souffrez-vous dans la pratique de votre métier? Maître Demicq, si vous voulez commencer. Des certitudes. Des certitudes des juges, des certitudes parfois des clients qui sont certains que leur affaire est très bonne ou certains qu'ils ont raison de plaider coupable ou non coupable alors que c'est pas forcément le cas. Certitude que l'on vit, que l'on ressent durement quand on est chargé de transmettre la parole de quelqu'un qui lui-même est faible. Et Thierry Lévy à l'instant disait que nous étions là pour être un grain de sable.
Je crois que parfois c'est le cas. Moi, je crois que nous sommes surtout là, parfois des clients qui sont certains que leur affaire est très bonne, ou certains qu'ils ont raison de plaider coupable ou non coupable, alors que c'est pas forcément le cas. Certitude que l'on vit, que l'on ressent durement quand on est chargé de transmettre la parole de quelqu'un qui lui-même est faible. Et Thierry Lévy, à l'instant, disait que nous étions là pour être un grain de sable. Je crois que parfois c'est le cas. Moi, je crois que nous sommes surtout là pour conquérir. Nous avons à conquérir parce que nous avons à convaincre. Il faut convaincre le juge, il faut parfois même convaincre l'adversaire, ce qui le déboussole. Il faut avant convaincre le client. Et c'est cette entreprise de conviction, convaincre. Alors mendier, non, nous ne sommes pas des mendiants, mais convaincre qu'il faut donner de l'humanité, apporter de l'humanité. Et par là, oui. Et si c'est en étant le grain de sable, oui. Si c'est parfois en mendiant, oui, parce que dans ces cas-là, ce n'est plus... On ne se déshonore pas, on fait ce qu'il faut pour... Mais voilà, moi je crois que nous avons à gagner. Maître Villemain, vous voulez intervenir là-dessus? Oui, j'entendais tout à l'heure que l'avocat devait être un grain de sable. Moi je pense qu'il doit être beaucoup plus que cela. Il doit être une véritable pierre, un rocher au milieu de la procédure et à l'audience. On souffre effectivement d'un système inquisitoire où l'avocat n'a pas un rôle suffisant, et dans l'attente du passage à un système accusatoire, je dirais à l'américaine, comme on l'a vu dans le reportage, enfin, le film sur Un coupable idéal, on voit bien que le système accusatoire permet à l'avocat d'être au cœur de la procédure, au cœur de l'audience. Et finalement, avec son rôle supérieur, son rôle renforcé aux États-Unis, il a pu conduire à un acquittement qui, en France, peut-être, aurait été moins possible. Mais en attendant qu'on passe au système accusatoire, il n'est pas interdit aux avocats, en tout cas aux nouvelles générations, je dirais, de prendre les devants, de prendre l'initiative et de tendre vers une pratique accusatoire, en étant de plus en plus présent, en n'hésitant pas à aller harceler un juge d'instruction sur des demandes d'actes que l'on fait, en se déplaçant même jusqu'à l'autre bout de la France, ou alors en étant beaucoup plus présent, mais je dirais même omniprésent au procès, sans attendre la plaidoirie finale. C'est ce qui est l'art classique. On attend que la procédure, que l'audience se termine, on fait sa plaidoirie finale. Non, pas du tout. L'avocat, il doit être présent de la première minute de l'audience, à côté de son client, jusqu'à la dernière minute, en passant par tout le long de cette audience. Et il doit essayer d'obtenir la possibilité du président de poser des questions directement aux parties civiles, aux témoins, ce qu'on appelle le cross-examination. Vous êtes tous d'accord là-dessus, non? Oui, enfin la loi l'autorise maintenant. Donc, la loi l'autorise. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas d'empêchement à faire ce que vous racontez. Non, la loi l'autorise, mais depuis peu, et ce n'est pas parce que la loi, effectivement, vient de l'autoriser que c'est toujours facile de pouvoir, effectivement, s'imposer face à un président. Ça dépend de la personnalité de l'avocat. C'est une question de travail. On a un travail à faire que la loi nous permet aujourd'hui d'effectuer. Par exemple, on peut très bien se déplacer sur les lieux pour voir nous-mêmes comment ça se passe. On peut poser des questions aux témoins. Avant, on pouvait le faire aussi. Les présidents autorisaient en général les avocats à poser les questions directement. Et moi, je trouve que le grand problème de la procédure accusatoire américaine, c'est que c'est une justice de riches. Il faut que les clients aient les moyens de payer un avocat qui après fasse le détective privé. Comment on fait ça? Et c'est bien gentil, mais moi je trouve que c'est bien que chacun puisse... Je ne suis pas d'accord. Et ce que nous apprend le film que nous venons de voir, justement, c'est que l'argument qui est utilisé généralement en France pour refuser le système accusatoire trop onéreux est démenti par un film où on voit d'excellents avocats payés par l'État et ne coûtant pas un centime à la personne poursuivie. Donc on voit bien que la question d'argent n'est qu'un prétexte ici. À quoi? Un prétexte pour ne pas entrer dans un système qui met à armes égales l'accusation et la défense. Et nous sommes loin de ce système. Alors, qu'il y ait des personnalités plus ou moins fortes, des avocats qui fassent plus ou moins bien leur travail en France, il y a d'excellents avocats en France, il y en a de très mauvais, c'est la même chose aux États-Unis, mais il n'y a pas l'égalité des armes en France. Oui, et ce film nous montre ce que ça donne quand il y a l'égalité des armes. Ça changerait le fonctionnement de la justice en France? Bien sûr, ça changerait de fond en comble. Avant de passer la parole à Maître Bilger, j'aimerais entendre Maître Vergès d'abord. Maître Bilger. Monsieur Bilger. C'est pas grave, ça n'est pas une injure. Je voudrais dire, c'est dans un procès, vous avez l'accusation, représente la société. Et l'avocat, lui, en l'occurrence. Et l'avocat, lui, représente l'humanité. Le seul qui connaît la personnalité de l'accusé, quand il aime cette profession, c'est l'avocat, qui se rend non seulement à la prison pour discuter du dossier, mais pour parler du temps qu'il fait, du temps qu'il fait, des femmes, du cinéma, de la musique. Et donc, on juge un homme, on ne juge pas un fait, on juge un homme. Mais le parquet, l'accusation ne connaît pas cet homme.
Comment connaître un homme à travers un interrogatoire binaire pendant 1 semaine ou 15 jours ou 3 semaines? Votre compte était-il à découvert? Votre femme vous trompait? Vous vous êtes disputé avec votre voisin? Oui, non, oui, non. Mais l'homme lui-même, qui le connaît? Et c'est seulement l'avocat qui peut le connaître. Et nous ne sommes pas là pour l'impunité, nous sommes là pour la prudence. Ne prenez pas de décision à l'improviste en vous pressant sous la pression de l'opinion ou pire, des autorités. Et je voudrais faire cette réflexion sans vouloir offenser le représentant du parquet. Regardez-nous tous ici en ce moment. Voyez les avocats, je regardais, personne ne porte de décoration. Le représentant du parquet porte une belle décoration. Je ne pas à l'audience, vous savez. Non, mais peu importe. C'est un peu juste parce qu'il y a hélas beaucoup d'avocats qui sont décorés. Mais je ne parle pas d'eux. Mais je parle de ceux qui sont ici. C'est une forme de vanité que ne pas la porter. Donc, alors, au-delà de ce rouge qui vous va très très bien à votre boutonnière, Monsieur Bilger, vous vous êtes senti un peu attaqué, non, là, votre absence d'humanité, quand même. D'abord, Maître Berger, ça dit quelque chose. Les avocats, très naturellement, brossent un tableau idéal d'eux-mêmes, premier point. Ensuite, je ne suis pas persuadé, même si je rejoins la définition théorique de l'avocat qu'a donné Thierry Lévy, l'empêcheur de juger en rond, le gêneur plus que le grain de sable. Le problème, c'est que le système criminel que je connais fait que l'avocat est digéré, est normalisé, est banalisé parce que la procédure de la cour d'assises ne le contraint pas à être un gêneur, le fait participer très normalement au débat. Et troisième élément, je rejoins totalement ce qu'a dit Thierry Lévy sur ce plan. Moi, je souhaite aussi la procédure accusatoire, un débat à armes égales, mais énormément d'avocats ne la veulent pas parce que tout simplement, la médiocrité ne serait plus tolérée. C'est ça. C'est terrible ce qu'il vient de dire. C'est terrible. Clairement. Ah bon, pour vous, c'est une affaire de médiocrité. Mais je suis prêt et j'applique le même raisonnement à la magistrature. Maître Zawi. Sur la procédure accusatoire, on est tous en train, enfin beaucoup d'entre nous sont en train de la louer. Je n'ai pas du tout cette conviction, sauf sur la nécessité de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. Mais on oublie beaucoup trop qu'aux États-Unis, il y a une idée de la justice et surtout de la vérité judiciaire que nous ne connaissons pas, puisque nous connaissons tous au travers des films que nous voyons à la télévision sur les procès américains, où l'on va négocier avec le juge la culpabilité et donc la sanction. Avant, c'est-à-dire qu'on plaide coupable, et si on plaide coupable, on ne passe pas devant le grand jury, et on va négocier la sanction avec le juge, et parfois, même lorsque l'accusé est innocent, mais il va préférer plaider coupable et avoir une sanction légère pour ne pas prendre le risque d'un procès devant la cour d'assises. Alors, si en la France, procédure... c'est injouable, ça évidemment, ça n'existe pas. C'est la notion de vérité judiciaire, la notion de vérité judiciaire qui n'a rien à voir. Mais sur l'égalité des armes dans le sens de la procédure accusatoire, oui, mais le système américain où on va négocier avant la sanction qui tombe au détriment de la vérité, non. Mais je ne suis pas. Mais c'est un marchandage, quoi. C'est exactement. C'est un marchandage. Non, mais oui. Vous le décrivez d'une manière évidemment qui fait apparaître ce système comme choquant, mais je ne serais pas moi fondamentalement hostile. Bien sûr, c'est tout à fait utopique dans notre système que dans des crimes qui sont reconnus, qui sont relativement simples, il en existe. Mais je veux dire les coups mortels ou l'homicide volontaire, le meurtre admis, on se dispense d'un appareil criminel pour discuter entre avocats et accusateurs, et je suis persuadé qu'on aboutirait à une justice tout à fait équitable, non publique, je l'entends bien, qui résulte... C'est totalement contraire à nos habitudes, oui, ça, non? Bien sûr, mais le résultat ne m'apparaîtrait pas scandaleux. Ça vous va? Ah non. Mais en dehors des familles des victimes, en dehors de tout ça, donc il n'y aurait pas d'exemplarité, ça se ferait dans le secret d'un cabinet. Absolument. Ça vous paraît bien? Maître Lévy, comment vous réagissez à ça? Oui, ça me choque pas. Ça vous choque pas? Non, pas du tout. Ça me choque pas du tout, parce que les solutions que nous avons, nous, dégagées, ne sont pas plus injustes, pas plus hasardeuses, et pas plus éloignées de la vérité. Mais ça se passe au grand jour, on peut dire. Ça se passe au grand jour, mais le spectacle mis à part, le résultat serait pas très différent. Mais, enfin bon, d'accord, moi je veux bien. Oui, que le marchandage à l'américaine, faisant fi de la vérité, est quelque chose de profondément malsain dans le système accusatoire américain. Il peut faire fi de la vérité. L'accusé peut préférer
effectivement, plutôt que de prendre un risque terrible, pourquoi pas la peine de mort dans certains États, peut préférer effectivement faire cette espèce de deal judiciaire. Il y a un tas de gens qui avouent des faits qu'ils n'ont pas commis parce qu'ils espèrent un sort meilleur. Je crois que ça se passe tout le temps ici. Je crois que c'est profondément malsain, mais on peut imaginer en France un système accusatoire qui ne permettrait pas ce marchandage. Et quand Solange Doumy disait tout à l'heure que le système accusatoire est mauvais parce que ce serait un système de riches qui favoriserait les riches, je suis d'accord et pas d'accord avec elle. C'est vrai que ce serait un système de riches parce que quelqu'un qui a plus d'argent se paierait les meilleurs avocats, mais ce n'est pas une raison pour exclure, écarter un système qui serait bon en lui-même. Le fait qu'elle favoriserait, que ce système favoriserait les gens riches n'est pas suffisant pour écarter ce système. Il faudrait au contraire permettre à ceux qui sont les plus démunis d'avoir accès à une défense pénale forte, ce qui signifie des avocats, je crois, mieux rémunérés à l'aide juridictionnelle plutôt que de percevoir ce qu'ils perçoivent actuellement, c'est-à-dire une véritable aumône. Vous ne pouvez pas travailler des centaines ou des centaines de dossiers où vous percevez l'aide juridictionnelle comme vous en travailleriez 10 en étant vraiment rémunéré. L'aide juridictionnelle, pardon, mais c'est payé combien? Mais ça dépend des procès correctionnels ou cours d'assises. Une audience correctionnelle, c'est à peu près 400 francs, quelle que soit sa durée. Donc 6 jours de procès correctionnel, 400 francs. 6 jours de procès, ça veut dire 1 mois de préparation. C'est absurde. Mais vous-même, vous êtes commise d'office. J'ai été commise d'office, oui. Oui. Dans mon existence, ça vous a pas empêché de plaider avec cœur, conviction, etc. Ah non, parce que évidemment. Non, parce que l'argent vient en deuxième lieu dans mes préoccupations. La première préoccupation, c'est le client, le dossier, ce que je fais. Et bon. Tout à l'heure, Maître Vergès, en parlant de M. Bilger, disait, au fond, c'est nous l'humanité, et lui, c'est pas l'humanité, en gros. Vous pensez la même chose de l'avocat général? C'est une vision schématique, peut-être. C'est une vision schématique. C'est ce qu'a dit Maître Vergès. Donc, comment vous ressentez? Schématique et générale. Et pour moi, les avocats généraux sont comme les clients, c'est-à-dire que chacun a une personnalité différente. Et que je dois le dire, Philippe Bilger est un homme qui est avocat général et particulièrement respectueux de l'humanité. Ce qui est d'autant plus difficile quand on est avocat en face, parce que quand un avocat général vous dit « Écoutez, il faudra que vous teniez compte dans votre délibéré du fait que monsieur machin a eu une enfance très malheureuse, a commis les faits sans faire exprès, c'est bien rétabli en prison. » Non, il le fait très sincèrement, parce qu'il le croit, et il termine « C'est pourquoi vous ne lui donnerez que la peine de 10 ans ». En face, on a envie de dire, bon, ben voilà, il n'y a plus rien à dire, c'est terminé. Donc c'est très difficile. Un avocat général humain est plus difficile à contrer qu'un avocat général qui se montrerait sans humanité. Pardon. Oui, après on va changer. Oui. Allez-y. Je me demande si l'aide juridictionnelle n'est pas un faux problème, parce que Thierry Lévy l'a dit tout à l'heure, sur le film américain, on voit que vous pouviez être payé par l'État, être un remarquable avocat. L'aide juridictionnelle ne donne pas du talent et de la compétence à celui qui n'en a pas et n'en enlève pas à celui qui l'a. J'ai l'impression que vous envoyez beaucoup d'avocats médiocres. Dans une affaire. Mais non, mais comprenez-moi, l'avocat est formellement toujours tellement célébré qu'on a envie aussi de parler de son expérience. Vous comprenez? Ah, ça vous soulage. On sent que ça vous soulage. Non, mais puisque nous parlons de défendre à tout prix, le fait de défendre à tout prix ne donne pas une espèce de label d'essence, de qualité, vous comprenez? Bien sûr. Là, on parlerait des magistrats, j'espère que j'aurais le même parlé vrai. D'accord. Maître Zaoui, vous avez défendu les parties civiles de 3 grands procès pour le crime contre l'humanité, donc Barbie, Touvier, Papon. Pourquoi vous vous êtes engagé dans ces causes? J'étais directement impliqué dans cette tragédie qu'a connue la période 40-45. Et donc les victimes devaient être représentées, et pendant longtemps nos institutions judiciaires laissaient les victimes de côté. Elles étaient peu entendues, peu écoutées, et je crois qu'au travers de ces 3 procès Barbie, Touvier, Papon, leur voix et leur voix de toutes les voix de ceux qui avaient disparu, eh bien, ont été entendues par les avocats qui se sont présentés. Mais est-ce que vous auriez pu, la passion d'avocat aidant, vous retrouver à la place de Maître Villemain et prendre, par exemple, lui il a défendu M. Papon, est-ce que vous auriez pu le défendre? Je crois qu'il y a une contradiction et une incompréhension, je crois souvent même dans le public, et peut-être chez vous d'ailleurs, de la notion de défense. Et d'ailleurs tout à l'heure on utilisait l'expression défendre à tout prix. Défendre, ça ne veut pas dire systématiquement pour un avocat, mon client est innocent même lorsqu'il est coupable. Mais dans un procès de droit commun, on plaide l'homme, le dossier ne se résume pas aux faits qui lui sont reprochés. Dans un procès pour crime contre l'humanité, l'homme et la cause qu'il représente se confondent. Et du coup,
En ce qui me concerne, autant je peux, pour tout ce qui est le procès de droit commun, des crimes commis par des pédophiles, des violeurs, des meurtriers, quels qu'ils soient, je dois et je peux et je veux les défendre, mettre à côté d'eux, autant pour, par exemple, les crimes comme les crimes contre l'humanité, je ne pourrais pas le faire, mais parce que c'est ma limite, je la revendique, cette limite, dans le sens où les accusés en cause se confondaient avec leur cause. Donc, pour bien les défendre, je ne pouvais pas plaider leur cause. C'est sans doute ma limite. Comment un avocat compose avec sa propre morale? Est-ce qu'il doit les laisser au vestiaire au moment où il enfile sa robe, maître Thierry Lévy? Quand on aborde ce sujet, savoir si on peut défendre tout le monde, s'il faut défendre tout le monde, s'il y a des gens qu'on refuserait de défendre, il y a énormément d'hypocrisie de la part, notamment des avocats, qui se font un avantage, un mérite de défendre des causes difficiles. Alors que c'est très facile d'accepter une cause apparemment indéfendable. En revanche, c'est très difficile d'obtenir un résultat dans une cause indéfendable. De sorte que la seule question qu'un avocat doit se poser, c'est pas la question morale de savoir si on peut défendre Papon, Barbie, X ou Y. C'est de savoir si on sera utile. Voilà la question qu'il faut se poser. C'est la seule. Est-ce qu'on va faire quelque chose de bien? Est-ce qu'on va faire quelque chose de bien en dehors du plaisir qu'on a à se montrer à côté d'un accusé spectaculaire? Voilà la vraie question. Maître Vergès. Moi, je crois que quand on défend quelqu'un dans une cause difficile, dans une affaire difficile... Et Dieu sait que ça vous est arrivé. Notre rôle n'est pas seulement d'obtenir une peine légère par rapport à ce qui était demandé. Parfois, nous savons très bien que les jeux sont faits dès le départ. On n'imagine pas des circonstances atténuantes dans certains procès. Par exemple, par rapport à ce que vous avez, vous plaidez. Mais Barbie, vous pensez à Barbie, vous pensez à... Oui, bien sûr. Ce que vous avez fait est magnifique, vous êtes innocent. Nous lui disons, vous êtes coupable. Mais vous n'êtes pas non plus le monstre que l'on prétend. Vous êtes encore un être humain. Et vous n'êtes pas le seul à être placé dans cette situation-là. Attendez, monsieur. Pardon, le rôle de l'avocat, il n'est pas le seul à l'exercer. Si vous donnez cette définition au rôle de l'avocat dans les affaires désespérées, il y en a beaucoup qui, à l'audience, pensent la même chose. Vous vous trompez. Il n'est pas seul. En revanche, l'avocat est seul pour faire éventuellement baisser la peine qui est requise. C'est ça son ambition. C'est pas toujours possible de faire baisser une peine. C'est pas toujours possible. Mais quand on sait, mais ça doit être son ambition. Mais non, quand on sait que ce n'est pas possible, il n'y a pas d'ambition à rêver. On peut pas. Et donc, on n'est jamais certain. Il n'y a pas une certitude absolue, heureusement. Mais en écoutant Maître Vergès, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai entendu presque quelque chose de religieux. C'est-à-dire, presque une sorte de sentiment quasiment métaphysique, pardon. Le problème, redonner de l'humanité au là où il n'y en a plus. C'est quand vous avez des affaires indéfendables, entre guillemets, vous avez l'accusé qui est couvert des d'opprobre. C'est un monstre, c'est une hyène, c'est ceci, c'est cela. Et c'est cet homme, et cette hyène, ce monstre, c'est un être humain qui est comme nous, qui nous ressemble. Bien sûr. Et nous devons expliquer comment il est arrivé dans cette situation-là. Expliquer, ça ne veut pas dire justifier. Ça ne veut pas dire justifier. Oui. Et je dirais plus, plus on l'accable gratuitement, plus on perd le sens du procès. Parce que si on fait de lui un sadique, eh bien on exonère le système qui lui a... de nous, oui, clairement. On exonère le système qui lui a fait faire ce qu'il a fait. Donc voilà notre rôle. Un procès, c'est un spectacle dans lequel tout le monde regarde. Le procès joue aujourd'hui le rôle, et c'est pour ça que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec ces négociations secrètes, parce qu'un procès aujourd'hui, l'opinion s'y intéresse, et elle s'y intéresse comme à Athènes au 5e siècle, on s'intéressait à une tragédie. En regardant le drame d'Édipe, c'était l'homme face aux dieux, aujourd'hui c'est l'homme face au pouvoir, ou face à l'argent. Et donc, dans cette affaire, il s'agit pour nous, là-dedans, de donner un sens à cela, et cela est extrêmement important pour l'accusé, mais pour la société elle-même. Donc c'est exemplaire. C'est exemplaire. Et il faut que ça soit exemplaire. Dans les procès, oui, il faut que ça soit exemplaire. La peine doit être exemplaire. La peine, on se bat également pour que la peine... L'un n'interdit pas l'autre, c'est une vision absolument schématique que de croire que donner un sens à ce qui arrive, ça veut dire qu'on néglige la peine. Ça, c'est un point de vue. Le procureur, lui, il est forcé d'ignorer ce sens pour accabler et demander une peine. Mais Maître Vergès, donc, le problème, vous avez une conception horriblement sommaire
de la justice et du rôle de l'accusation. Non, mais écoutez, ça n'est pas possible que vous disiez des choses comme ça. Vous n'avez pas le monopole de l'humanité. Non, mais pour reprendre... Mais est-ce que les magistrats connaissent l'accusé? Mais écoutez... Vous allez discuter avec eux en prison? Mais non, d'ailleurs, avez-vous tellement discuté avec vos accusés en prison? D'autre part... Ça devient... Non, mais non. Alors attention. Alors je vous répondrai que quand Barbry était en prison à Lyon, j'allais toutes les semaines le voir. Bien sûr, mais je l'admets tout à fait, mais je veux dire, vous n'avez pas eu que ces accusés-là. Vous êtes comme beaucoup d'avocats. Je vous dirais qu'un jardinier marocain dont le nom vous dit quelque chose, je le voyais tout le temps. Oui, alors ne me faites pas ce procès d'intention. Je ne vous fais pas mais de moi, procès. je ne vous attaque pas personnellement. Je dis que les magistrats ne connaissent pas les accusés qu'ils jugent. Mais les avocats généraux, par exemple, ont 3 jours d'audience, 4 jours d'audience. Au cours, non, mais pas du tout. Maître Vergès, tout de même, ne plaquez pas la complexité de votre esprit de manière aussi sommaire sur la réalité criminelle. C'est tout de même plus compliqué que cela. D'accord. Maître Doumic. Il est évident que l'avocat général aussi doit avoir une part d'humanité et doit la défendre, ne serait-ce que l'humanité de la société. Et puis qu'il connaît quelque chose de l'accusé, ne serait-ce que parce qu'il voit dans le box en face de lui et qu'on ne peut pas le nier. Il est évident également que l'avocat connaît autre chose de son client et qu'il y a une part de son client qu'il est le seul à connaître et à pouvoir porter. Et puis c'est le résultat de ces deux confrontations, comme les deux côtés d'une pièce de monnaie, qui permettent à la justice de trancher et de rendre un jugement qui soit équitable, ou du moins qui soit le plus équitable possible. Et c'est seulement parce que les deux plateaux de la balance sont également chargés qu'on peut réussir à obtenir quelque chose. Mais Maître Doumic, y a-t-il des prévenus indéfendables pour vous? Pour moi? Oui, pour vous. Pour moi, oui. Lesquels? Les conducteurs qui ont conduit en état d'ivresse. Ah. Pourquoi? Non, mais parce que je trouve que si on conduit en état d'ivresse et qu'on tue quelqu'un au sortir d'un mariage, qu'on est un bourgeois classique qui a juste un peu trop bu avec ses amis, qu'on a tué sans faire exprès, bien entendu, avec un peu de chance, on prendra que une peine de prison avec sursis. Et qu'en revanche, si on a arraché un sac à main, on peut prendre 3 mois ferme, 6 mois ferme. Et que je trouve que ce décalage, qui est dû à l'intention qui meut le responsable des actes, est inadmissible. Et que je trouve que la politique pénale en matière d'accident de la route et de prévention routière n'est pas du tout bien. Est-ce que ça fait appel à quelque chose que vous auriez vécu ou quelque chose qui vous a touché? Oui, bien entendu, je pense que tout avocat porte à l'intérieur de lui non seulement une morale, mais également un vécu. Bien sûr. J'ai vécu des accidents de la route proches. J'ai trouvé que c'était inadmissible la manière dont les conducteurs avaient été sanctionnés par rapport aux clients Très légèrement. Que je défendais. Oui. 1 an de suspension de permis et 1 mois de prison avec sursis pour un homme qui fait une course-poursuite en Jaguar à 10h du matin et qui du coup tue quelqu'un qui lui a rien demandé et qui est en face tranquille, je trouve que ce n'est pas assez. Et vous, Maître Lévy, y a-t-il des prévenus indéfendables? Non, ce n'est pas du tout ma conception. Personne n'est indéfendable. Tout se juge, donc tout se défend. Il n'y a pas de crime que le juge refuse d'examiner. Il n'y a pas de crime que l'avocat refuse de défendre. La seule question, c'est comment va-t-on s'y prendre pour assurer à celui qui est dans une position difficile une défense qui soit à la fois efficace et respectueuse de sa personne. Choisir selon les causes, en fonction de la gravité qu'on attache subjectivement à telle ou telle infraction, c'est ruiner la base même du métier qu'on exerce. Parce que un tel n'aime pas les chauffards, un tel n'aime pas les violeurs, un tel n'aime pas les pédophiles, un tel n'aime pas les chefs d'entreprise, et il n'y a plus de place pour la défense. Et donc vous auriez défendu Papon sans Mais problème. j'aurais défendu Papon sans hésiter. Papon ne me l'aurait pas demandé. Et Barbie encore moins. Bien. Mais s'il l'avait fait, je l'aurais fait. Je les aurais défendus sans aucun état d'âme, sans l'ombre d'un état d'âme, en me disant, est-ce que c'est vraiment moi qui vais réussir le mieux à assurer la défense de M. Papon, qui intelligemment n'a pas choisi, ou alors inintelligemment n'a pas choisi un avocat juif. Oui, voilà, ça. Par exemple. Thierry Lévy, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que chacun d'entre nous a ses limites? Toute personne doit être défendue. Mais est-ce que l'avocat n'a pas ses propres limites pour dire il y a certaines affaires que je ne
peux pas prendre. Et pas d'abord, l'accusé ne me le demanderait pas, mais qui plus est, je ne saurais pas le faire. Est-ce que nous n'avons pas aussi cette humilité à avoir, comme Maître Doumic qui dit, moi, je ne peux pas à titre personnel défendre des chauffards. Non, ça, je ne peux pas. Ça oui, mais... Maître Villemain, là-dessus. La réponse de Thierry Lévy est celle d'un avocat, et je le reconnais là. La position de Michel Zaoui, par contre, me paraît curieuse, mais en même temps, elle ne m'étonne pas. Pourquoi parce que Michel Zaoui est plus qu'un avocat, il est un militant. Bah, vous aussi, on peut dire. Pas du tout. Moi, une personne me demande que je sois sa parole, que je sois sa voix, j'accepte, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'accusation, quelle que soit la personne. Sans problème de morale particulier. Mais jamais. Mais ça, c'est faux. On dit ça quand on n'a pas réfléchi. Absolument. Quand on n'a pas eu de problème qui s'est posé en face de soi. Moi, je dis que toute cause est défendable, mais que tout avocat ne peut pas défendre absolument tout. Et quand on dit qu'on défendrait absolument tout, sans réfléchir, et très bien, c'est faux. On n'est pas capable de tout défendre parce qu'il y a un moment où on a des tripes qui, malgré tout, sont plus fortes que la défense qu'on si veut vous prenez acquérir. l'exemple extrême de l'assassin de ma mère, là, on rentre dans des schémas extrêmement particuliers. Et j'ai le droit de considérer que l'exemple extrême, pour moi, c'est le chauffard. Qui n'est pas valable. L'avocat digne de ce nom donne sa parole à qui la lui demande. Mais là, vous avez attaqué, attendez, Maître Villemain, vous avez attaqué assez sèchement Maître Zaoui, là. Parce que vous dites, oui, il faut répondre, parce que vous avez dit, lui, c'est un militant, et vous, quand vous défendez Papon, vous n'êtes pas du tout un militant. Non, moi, je ne suis qu'un avocat. Mais alors, aux côtés d'une personne seule, face à une meute vociférante. La meute vociférante, c'est Zaoui. Non, mais ils étaient 25. Ils étaient 25, nous étions Zaoui. Monsieur Villemain, ne refaites pas le procès Papon. On leur fera. Vous êtes en train de refaire votre plaidoirie où vous dénonciez les partis civils qui étaient une meute. Le procès Papon est terminé. Laissons ça de côté. Et je ne crois pas, en ce qui me concerne, être un avocat militant, ou alors sauf que je suis un militant de la défense de l'accusé, de la défense de partis civils. Simplement, j'ai dit tout simplement tout à l'heure qu'il y a des limites à non pas à mes compétences, à mes capacités, et je revendique cette possibilité de limite, alors que j'ai la stupéfaction d'entendre que certains n'ont aucune limite, et donc ils peuvent tout faire, et je dirais que dans ce cas-là, quand on pense qu'on peut tout faire, probablement on doit faire mal. Si vous me permettez de m'immiscer dans ce débat interne aux avocats, si j'étais avocat, moi je considérerais qu'aucune cause n'est indéfendable pour une raison simple. Y compris l'exemple du chauffard, par exemple. Absolument, mais je respecte tout à fait la position de Solange. C'est hautement respectable. Mais parce que je crois pas du tout parce que il faut défendre à partir du moment où ça peut être jugé, mais parce que je crois profondément, et je le vis, que l'humain, aussi odieux soit-il, n'a jamais rien qui ne permet pas de l'expliquer et de le comprendre. Merci. À partir de là, il me semble que ce serait un rejet un peu artificiel que d'exclure de son champ de compétences et de passion des choses qui transgressent des convictions intimes tout à fait honorables. Mais je voudrais autre chose. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, Maître Lévy, de mal dormir, oui, peut-être, sûrement, mais après un verdict, parce que vous estimez que votre plaidoirie n'avait pas été, ce qui doit être très rare, à la hauteur. Alors, c'est pire que ce que vous dites. C'est-à-dire que l'échec est hélas le compagnon de beaucoup de nos démarches. Et il est vrai que nous avons, à maintes reprises, eu à affronter l'échec. Et pas seulement un échec d'un moment, mais un échec personnel, un échec grave. Dans le film qui a été projeté avant le début de l'émission, l'avocat qui défend ce jeune adolescent noir innocent dit, avant de plaider, je me défends moi-même. Et si je perds, ça va être pour moi un drame. Vous l'avez senti, ça tous les avocats l'ont senti. Tous les avocats l'ont senti. Je ne crois pas que pour l'avocat général, ce soit un succès de faire condamner quelqu'un, surtout pour un avocat général qui a deux qualités souvent incompatibles, comme c'est le cas de M. Philippe Biger. Il a à la fois bon cœur et il est malin. Alors comme il est malin, il prend une partie du travail de l'avocat à son compte avant de faire celui du magistrat et de l'accusateur. Mais il n'a pas de raison de se réjouir. Mais dans ces cas-là, on se dit je suis nul, enfin on se dit j'ai pas réussi à trouver les mots. On se dit tout. On se dit tout. Je n'ai pas rempli ma mission auprès de l'accusé qui me demandait. Je suis comme un mauvais médecin, j'ai pas. L'accusé m'appelait à l'aide et je ne l'ai pas secouru comme j'aurais dû le secourir.
Et cet échec, et qui fait que l'on dort mal, et pas seulement la nuit du lendemain, ou qui suit le verdict, mais souvent longtemps après, eh bien c'est justement cette sensation d'échec de n'avoir pas répondu à la demande de l'accusé qui nous demande son aide. Vous demandez s'il nous arrive, après certains procès, de ne pas dormir. Certes, pendant la guerre d'Algérie, il m'est arrivé d'avoir des clients condamnés à mort. Et je me suis dit, si on l'exécute, je ferai une bêtise. Parce que nous sommes en face d'un client qui a mis sa main dans la nôtre et qui nous a dit « Je ne comprends rien à ce qui arrive, je vous fais une confiance totale. Conduisez-moi dans ce tunnel. » Et quand on voit cette décision qui arrive, on se dit « Cette confiance qu'il m'a faite m'oblige et je dois me battre contre ça. » Et alors, c'est à ce moment-là que j'ai conçu ce qu'on appelle la plaidoirie de rupture. En disant « Devant ce tribunal, je n'aurai jamais raison parce que nous sommes dans un tel contexte que la condamnation à mort arrive. Il faut empêcher cette condamnation à mort de se faire, et pour cela, il faut s'adresser à l'opinion française et à l'opinion internationale. C'est ce que j'ai appelé le procès de rupture. Comment vous réagissez à la plaidoirie de rupture, comme ça, à porter l'affaire devant l'opinion, ce dont parle Maître Vergès? Comment vous réagissez à cela? C'est une très jolie définition, la distinction entre la stratégie de rupture et la stratégie de connivence, mais elle est un peu théorique dans beaucoup de situations. La rupture n'est jamais totale, on ne plaide pas le dos au tribunal, ce qui serait la rupture totale, et la connivence n'est jamais totale non plus. Donc c'est un schéma théorique intéressant dans lequel qui peut aider à réfléchir, mais qui ne s'applique pas ou très rarement. Dans le livre que vous avez co-signé avec Jean-Denis Bredin, qui est un livre qui s'appelle Convaincre, qui est paru il y a quelque temps, mais qui est un livre très beau, Dialogue sur l'éloquence avec Maître Jean-Denis Bredin, vous affirmez la parole est une arme et le contraire d'une arme. Expliquez-vous quelle est la limite de cet art de l'éloquence là? C'est-à-dire que, oui, la parole est une arme, ça, chacun le sait bien, pas seulement d'ailleurs dans la vie professionnelle, mais dans la vie personnelle. Les mots sont utilisés parfois comme des armes dangereuses. Mais ça n'est pas une arme non plus parce que il n'y a rien d'irréversible dans les mots. C'est-à-dire que la conviction qu'on cherche à entraîner suppose l'adhésion de la part de celui qui écoute. Et cette adhésion, on l'obtient par un acte de sa part à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la parole et dans la stratégie de la parole, il n'y a jamais la violence de l'arme matérielle, de l'arme physique, qui est sans réponse, sans riposte et sans adhésion. Et vous voyez les limites de l'art oratoire souvent, de là où vous êtes? Moi, longtemps, j'ai cru que l'éloquence était capitale et j'ai beaucoup aimé le même livre. Mais à l'expérience, il me semble qu'avant l'éloquence, ce qui convainc, c'est une personnalité qui se projette vers ceux qu'elle veut convaincre, avec ensuite, si on le peut, l'habillage de l'éloquence. C'est d'abord un lien presque charnel que vous établissez avec un public que vous devez convaincre, et après l'éloquence, elle n'est pas fondamentale. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, tant pis. C'est d'abord une sincérité absolue qui est On ne peut pas être tout le temps sincère, si? Écoutez, il faut tenter de l'être, et à moins d'être peut-être l'adupe de ses arrière-pensées, on peut, dans un débat judiciaire, se persuader qu'on est totalement sincère. Mais parfois, vous, monsieur Bilger, vous êtes bon client, si j'ose dire. L'avocat fait une blague, vous riez de bon cœur, vous... Bien sûr, mais moi, je suis très admiratif des grands avocats. Je veux dire, mais je regarde dans le détail ce que l'hommage formel met dans un même sac. Vous comprenez? Je regarde dans le détail. Mais vous vous dites en même temps, là, il est en train de m'entourlouper. Le grand avocat, c'est celui qui, à l'audience, en tout cas à la cour d'assises, fait naître dans mon esprit, au fur et à mesure qu'il parle, un petit sentiment d'insécurité judiciaire. Mais ça n'est pas toujours le cas. Bien sûr. Et quand un jeune avocat franchit pour la première fois l'enceinte d'une prison, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il ressent, Maître Villemain? Pour la première fois, ouais. C'est comme un baptême. C'est comme la première plaidoirie devant une cour d'assises. On reçoit une sorte d'onction. On devient vraiment avocat.
car aller au fond d'une prison, c'est l'acte de l'avocat pénaliste qui est le seul véritable avocat. Les avocats d'affaires, des tours de verre, c'est autre chose, c'est un autre monde. Celui qui franchit les portes d'une prison pour la première fois reçoit une sorte de baptême. Mais il y a une sorte d'émotion. C'est pas ça du tout. C'est une conception assez étonnante. Oui, peut-être étonnante, mais c'est la mienne. Et je dirais que pas seulement la première fois, mais ça se répète à chaque fois. Donc c'est un baptême à répétition. 100 fois. Non, le baptême c'est la première fois. On m'a posé la question sur la première fois. Mais je dois dire que l'émotion est toujours là. La 10e fois, la 100e fois, la 200e fois, quelles que soient les prisons, Fresnes, la santé. C'est une vision sûrement naïve, sûrement. Je peux comprendre qu'on la prenne comme celle-ci, mais c'est la mienne. Maître Dubic, vous, après. Moi, ça m'a choqué sur le coup parce que baptême, ça avait un côté fête, première fois, je suis grand, je suis avocat. Et pour moi, c'était pas du tout ça. Pour moi, mais c'est parce que j'avais mal compris ce que vous disiez alors. Non, pas du tout. Pour moi, la prison, la première fois où on y rentre encore plus que les fois qui suivent, parce qu'on n'en a pas encore l'habitude, c'est quelque chose de terrible. C'est la prise de conscience d'un monde différent, d'un monde brutal, d'un monde de malheur, d'un monde de souffrance. C'était pour moi aussi la question pourquoi moi ici et pourquoi lui en face. Le premier client que j'ai été voir... Moi ici et lui en face, et pourtant on se ressemble tellement. Exactement. Le premier client que j'ai été voir, j'avais 25 ans. Il avait 25 ans aussi, et 2 mois de moins. Il était chinois en situation irrégulière, il parlait à peine français. Et quand j'ai été le voir pour la première fois, on s'est compris, malgré ses balbutiements et les miens sur le plan judiciaire. Et il était accusé de 2 assassinats, 40 coups de couteau et 37 coups de couteau sur 2 personnes qu'il avait en plus égorgées, bâillonnées. Enfin, c'était épouvantable, c'était un crime mafieux. Et je me suis dit, lui qui est en cours perpétuité, et moi là, nos 2 parcours, et puis cette rencontre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et comment on fait à ce moment-là? Alors, j'étais... Rien ne force la sympathie dans la description que vous faites du Ah non, non, monsieur en et question. pourtant la sympathie était immédiate, elle était complète, parce qu'il était là, qu'il était humain, qu'il était désespéré. C'est là-dessus que ça se joue. Et c'est sur son côté humain, c'était toute cette humanité qu'il représentait. Il avait... on ne compare pas 2 humanités, mais nous étions équivalents. Un homme et une femme, l'un en face de l'un de l'autre. Oui. Et c'était terrible, et lui a très bien su, il avait demandé un avocat commis d'office, c'était 1 semaine avant son procès, il savait que c'était moi. Il a très bien vu qu'en plus, c'était ma première affaire d'assises. Il s'est dit, je suis mal barré. Non, il l'a caché, sans doute s'il l'a pensé. Et je crois quand même, il n'avait pas de pas avoir d'avocat du tout, c'était mieux que rien. Et puis il a dû trouver que j'avais l'air gentille. Et que vous avez été une bonne avocate. Et puis, je ne sais pas, j'ai fait ce que je pouvais. Il a eu perpétuité. Ah. Et il m'a écrit, après le procès, chère maîtresse, merci de ce que vous avez fait pour moi. Jamais je vous oublierai. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et voilà, ça, c'était un vrai échange d'humanité. Il reste que la prison, c'était à Fresnes. C'est épouvantable. On peut pas rentrer en prison de manière anodine. Maître Lévy, vous qui êtes président de l'Observatoire des prisons, international des prisons, chaque fois vous avez... Moi j'ai horreur de la prison. Et je ressens cette horreur de la même manière chaque fois que j'y vais. Oui, ça ne s'arrange pas, hélas. Ça ne s'arrange pas? Non. La fréquentation répétée, l'habitude... Je ne m'y fais pas, non. Jamais. C'est Donc une chose... j'étouffe. Ouais. Vous êtes... Ouais. Je crois que c'est très juste cette sensation d'étouffement. On ne s'y fait jamais. Et pour moi, le moment le plus douloureux et difficile dans une prison, c'est lorsqu'on quitte l'accusé. C'est-à-dire quand on lui serre la main, on lui dit à bientôt, et que l'on repart à l'air libre. Et là, il y a une impression d'étouffement qui est terriblement, je dirais, tragique. On ne s'y fait jamais. C'est toujours une douleur, un effroi quand on rentre dans un monde clos, violent, dur, et où il y a, même si on est dans une cellule avec un accusé face à face, il n'y a personne d'autre, il y a quand même une séparation entre lui et nous, entre 2 mondes. Et c'est une chose à laquelle on ne s'habitue pas. Et vous, monsieur Bilger, quand vous... On ne peut pas dire, évidemment, avocat... non, mais j'y étais. Non, enfin, il envoie en prison. On ne peut pas dire qu'il faut être pervers pour dire qu'on aime la prison. Simplement, là où je me distingue de mes amis avocats, c'est que la prison m'apparaît comme une contrainte nécessaire et je l'accepte à partir du moment où j'imagine aisément et douloureusement les tragédies et les crimes que ces mêmes personnes à l'air libre commettraient. Je ne peux pas dire que l'alternative est réjouissante, mais je vis la prison à ce moment-là comme un mal nécessaire et légitime. Oui. Maître Vergès, une conclusion, et puis on termine. Je pense que la prison, moi je la vis comme un dépotoir.
Il n'y a pas seulement le type qui est en prison et les crimes affreux qu'il a commis, c'est une société irresponsable qui fout tout le monde dans ce cul-de-sac et qui s'en occupe plus. Bon. Voilà l'image que j'ai de la prison. Et c'est une image qui, effectivement, n'est pas une image optimiste ni rassurante. C'est des gens livrés à eux-mêmes, dont on se moque. Mais est-ce que vous pensez, dernière question mais rapide, enfin, une politique de sécurité très réaffirmée, comme on l'entend en ce moment, etc., peut-elle influer sur le cours de la justice? Je schématise, tolérance zéro égale, en gros, indulgence zéro. C'est-à-dire une politique de sécurité n'a guère de chance d'être cohérente si l'institution judiciaire ne la prend pas en charge. Mais il faut bien s'entendre, la sécurité, pas à n'importe quel prix. Au fond, il nous faudrait un humanisme vertébré. Un humanisme vertébré. Voilà. C'est ce que vous appelez tous de vos voeux ici autour de cette table, un humanisme vertébré? C'est une expression qui me plaît pas beaucoup, mais qui fait un peu jardin des plantes. Mais en ce qui concerne l'insécurité, c'est le plus souvent une politique démagogique à laquelle les magistrats, hélas, sont sensibles. Et les peines augmentent, non pas parce que la réalité criminelle augmente, mais parce que les magistrats, poussés par l'opinion, fouettés par les hommes politiques et par certains d'entre eux en particulier, se disent qu'ils vont apparaître comme des complices des criminels s'ils ne les punissent pas sévèrement. Donc c'est dangereux en fin de parcours, ça ne fait aucun doute. C'est vraiment de la pure démagogie. C'est comme certains ont dit SDF, zéro SDF dans la société. Je veux dire, de dire zéro insécurité, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, merci beaucoup. Écoutez, si vous voulez prolonger ce débat passionnant au cœur de la justice, vous pouvez le faire évidemment sur le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain sur donc France 5, la chaîne où décidément vous êtes si bien et me dit-on vraiment de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup, à dimanche prochain. Au revoir.